Cette vidéo s'adresse à tous mes élèves de 4e. C'est la première d'une série de 4 pour vous présenter le chapitre de géographie sur le territoire des États-Unis dans la mondialisation, ou si on veut être plus précis, comment le territoire des États-Unis a été façonné, transformé par la mondialisation, et comment aussi il a été aménagé par les Américains pour faire face à cette mondialisation. Je vous rappelle au passage que le diaporama qu'on va utiliser là est aussi à votre disposition sur Pearltree. D'ailleurs, vous l'avez normalement déjà lu et parcouru. Traiter un thème comme celui-là, ça implique bien sûr d'avoir une définition claire de la mondialisation et de bien la garder à l'esprit tout au long du chapitre. Alors, je vous propose celle-là. La mondialisation, c'est la mise en relation et souvent en concurrence des différentes parties du monde sous l'effet de l'accélération des échanges, et en particulier des échanges maritimes. On sait que des régions dans le monde autrefois éloignées et qui n'avaient pas beaucoup de contacts, aujourd'hui commercent énormément et parfois plus qu'avec des régions tout à fait proches. Alors pour faire le lien avec notre thème, celui des États-Unis, donc de la mondialisation, on peut partir de ce dessin de presse d'il y a quelques années qui insiste sur le poids écrasant des États-Unis dans cette mondialisation. Alors le dessinateur a choisi de montrer plutôt le côté le plus négatif de cette influence mondiale, par exemple la part énorme de ressources fossiles que consomment les États-Unis. On voit que c'est marqué oil ici, de pétrole, une part bien supérieure à la proportion de leur population dans la population mondiale. Et puis aussi, il fait allusion au fait que les États-Unis, qui sont au cœur de cette mondialisation, qui en tirent profit, ne sont pas toujours soucieux de savoir ce qu'elle a comme effet sur le reste de la planète, et en particulier sur les pays les plus pauvres. Alors, si les États-Unis occupent une place centrale dans la mondialisation, c'est bien sûr parce qu'il s'agit de la première puissance économique de la planète, c'est-à-dire le pays qui produit le plus de biens agricoles, de biens industriels, de services. C'est ce que montre cette carte du produit intérieur brut. Et le produit intérieur brut, c'est la valeur de tout ce que produit un pays sur un an, donc ici en 2017. Et on voit que, évidemment, les États-Unis se rangent avec la Chine parmi les. Enfin, ce sont les deux plus grands producteurs mondiaux. On peut, si on veut affiner un peu les choses, on peut utiliser une carte de ce que l'on appelle le produit intérieur brut par habitant, c'est-à-dire qu'on prend la valeur de tout ce qui est produit par le pays, puis on divise par le nombre d'habitants. Alors pour les États-Unis, on divise par 330 millions, et c'est pour ça que la Chine apparaît évidemment de ce point de vue-là un peu plus loin derrière, parce que quand vous divisez par 1 milliard 300 millions, le gâteau a beau être gros, eh bien les parts évidemment sont plus limitées. Donc en termes de niveau de vie, évidemment, les Américains restent pour l'instant devant. Alors, il faut faire attention en même temps à ces moyennes. Le PIB par habitant, ça peut être très trompeur, en particulier dans un pays aussi inégalitaire que les États-Unis. Il faut se rappeler qu'il y a 20% des Américains qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, et pour qui la mondialisation, ça a plutôt été synonyme de marginalisation de leur métier, de leur région, de leur quartier. Voilà, tous les Américains ne profitent pas à part égale de la mondialisation. Mais si on en reste à la richesse théorique globale, sans tenir compte de la répartition entre les gens, les États-Unis continuent bien sûr à faire la course en tête. Alors bien sûr, après le passage du coronavirus, l'énorme crise économique qui va sans doute en résulter, euh, on verra ce qu'il en est, mais on peut penser que ça ne va pas bouleverser complètement les hiérarchies mondiales. Alors parce que c'est un pays très... On prévoit quand même que la Chine passera devant en termes de production dans une dizaine d'années, et qu'elle deviendra la première puissance économique mondiale. Alors, parce que c'est un pays très riche, les États-Unis se distinguent aussi par leur consommation de marchandises venues du monde entier, mais aussi par leur capacité à vendre, à exporter des marchandises et des services dans le monde entier. C'est ce que montre cette carte de leur commerce avec le reste du monde, ce qu'on appelle le commerce extérieur d'un pays. Et cette carte, elle a l'intérêt d'être centrée sur les États-Unis et pas sur l'Europe comme on en a l'habitude, avec des flèches bleues pour représenter ce qu'ils vendent au reste du monde, ce qu'ils exportent, et des flèches rouges pour montrer ce qu'ils importent, c'est-à-dire ce qu'ils achètent au reste du monde.
Alors là aussi, la présidence de quelqu'un comme Trump, qui est souvent en conflit commercial avec le reste des grandes puissances, et puis les leçons du coronavirus qui va sûrement conduire à produire un peu plus sur place, tout ça peut remettre en cause en partie cette organisation du commerce mondial, mais ça ne pourra pas changer le fait que les États-Unis sont un des pays dont l'économie est une des plus mondialisées au monde. Alors, on va rentrer maintenant dans le cœur des questions de ce chapitre après cette petite introduction. Et l'idée maintenant, c'est de zoomer véritablement sur le territoire américain et de voir les conséquences de la mondialisation sur ce territoire, avec pour cette première partie un premier thème autour de ce que l'on appelle la métropolisation du territoire. C'est le sujet donc de cette première vidéo. Alors, lorsqu'on pose la question de savoir où habite la grande majorité des Américains, on peut partir de cette carte que j'ai trouvée dans une revue américaine, une carte récente, qui montre chacun de ces pics, évidemment, représente les densités les plus fortes, l'endroit où le maximum de population américaine habite. Et évidemment, comme on vous le dit là, dans cet extrait de l'article en anglais, 80% des Américains vivent dans l'aire urbaine en fait d'une métropole. Il faut rappeler, l'aire urbaine, c'est à la fois la ville-centre, mais aussi les communes de banlieue et même les communes périurbaines qui sont autour. Donc en fait, la plupart des Américains vivent dans un environnement urbain, dans une métropole, généralement une grande ville, une grande métropole, comme Chicago, New York, San Francisco ou Los Angeles, puis d'autres, et voilà, il reste très peu de ruraux en réalité aux États-Unis, une vingtaine de pourcents de vrais ruraux. Alors c'est ce que l'on appelle la métropolisation, c'est-à-dire ce processus de concentration et des populations, des activités de haut niveau dans et autour des plus grandes villes ou des métropoles. Évidemment, activité, richesse et population, ça va ensemble. Les gens habitent là où il y a des emplois et il se trouve que la mondialisation a tendance, vous vous rappelez, on l'a vu depuis le début de l'année en fait, depuis qu'on étudie les grandes villes mondiales, la mondialisation a tendance à favoriser le développement d'activités économiques, donc des emplois dans les grandes villes. D'où cette concentration de la population américaine dans ces grandes villes. Ces grandes villes, je vais vous demander de les ajouter sur la carte, en partant peut-être de celles historiquement les plus anciennes. Vous savez que les Européens ont conquis l'Amérique du Nord en venant évidemment de l'Ouest, en traversant l'océan Atlantique. Je vais vous demander de porter sur la carte le nom des deux pays voisins, et je vais vous demander de respecter une règle de cartographie basique, qui consiste à placer les mots qui désignent une même information doivent être écrits avec des lettres de la même taille, de la même couleur et de la même forme. Voilà. Donc par exemple pour ce qui est des noms de pays, je vais vous demander de les écrire en noir de cette manière-là, et pour les noms d'océans en bleu, en lettres capitales, de cette manière-là. Je vais vous demander aussi de respecter en fait l'emplacement exact où je vous demande de placer les choses dans ce diaporama, parce que cette carte va être riche, complexe, et donc voilà, je planifie un peu ce que l'on va y mettre. Donc par exemple pour Océan Pacifique, mettez-le bien là pour avoir la place de mettre le nom de la ville qui est ici. Alors si l'on démarre donc par ces villes, ces grandes métropoles, il faut démarrer par celles de l'Ouest, les premières à s'être développées à la fin du XVIIIe siècle, et en particulier donc Boston, New York, Washington, mais aussi entre les deux, Philadelphie, Baltimore, etc. Cette série de villes qui donnent sur l'océan Atlantique. Alors, dans votre livre, page 301, on vous explique que ces villes sont très particulières, c'est une réalité géographique très particulière, au point qu'on a inventé un nom pour désigner cet ensemble urbain qui va de Boston à Washington. C'est ce qu'on appelle mégalopolis, ou la mégalopole américaine, plus souvent. Donc on vous définit dans cette partie du livre, on vous dit que c'est l'espace moteur de l'intégration des États-Unis dans la mondialisation, c'est-à-dire c'est l'interface privilégiée des États-Unis avec le reste du monde. Et enfin, ça l'a été en tout cas pendant longtemps. L'Ouest aujourd'hui joue aussi ce rôle-là. Et puis l'idée surtout pour définir la mégalopole, qu'il regroupe de nombreuses villes qui sont connectées entre elles. À tel point d'ailleurs que les géographes parfois désignent cette mégalopole du nom de Boswash, c'est-à-dire
comme Boston, Wash comme Washington, les deux extrémités. Boss-Wash avec le gros morceau qui est New York au milieu. Je vais vous demander de le dessiner sur la carte, cette mégalopole, avec un feutre fin rouge, et de le faire ressortir, et puis de le placer également dans la légende. Alors ensuite, dans la marche vers l'ouest qui a caractérisé le développement des États-Unis, il y a une ville relais qui va avoir beaucoup d'importance, qui est Chicago, hein, au bord du lac Michigan, sur les Grands Lacs, et puis aussi d'autres villes des Grands Lacs que je n'ai pas mises, hein, mais on en a étudié une ici qui est Détroit, Cleveland, Pittsburgh, etc. Et enfin, parmi les plus grandes métropoles, eh bien, il y a celles qui ont été développées à partir du milieu du 19e siècle. C'est ces villes de Californie sur la côte ouest, celles qui donnent sur l'océan Pacifique, que sont Los Angeles et San Francisco. Deux noms qui ne sonnent pas du tout anglais, c'est normal, hein, puisque toute cette région a été pendant longtemps une colonie espagnole, comme le Mexique. On y a parlé espagnol pendant très très longtemps, donc Los Angeles, les Anges, San Francisco, Saint-François, tout ça c'est des noms évidemment qui viennent de ce passé espagnol. Et puis ensuite, je vais vous demander de placer quelques villes importantes mais de moindre grandeur, en commençant par Miami, hein, en Floride, Atlanta, en Géorgie, Dallas au Texas, Denver dans le Colorado et Seattle dans l'État de Washington. Parce qu'il y a une ville qui s'appelle Washington, mais un des 50 États qui composent les États-Unis s'appelle Washington et c'est ce territoire-là. Normal, vous vous rappelez, c'était le premier président, donc sans doute le personnage le plus prestigieux de l'histoire américaine, normal qu'on lui ait donné le nom à la fois de la capitale et en même temps d'un État. Donc, je vous laisserai résumer tout ça dans la trace écrite pour dire que ces métropoles américaines, ben, comme souvent, elles sont sur les littoraux. Hein. D'abord le littoral nord-est, le vieux centre historique du pays, le littoral des Grands Lacs, et puis celui du Pacifique à l'ouest. Alors avec la question 2, on rentre dans quelque chose qui est un véritable exercice en fait à travers cette question, qui va consister à montrer que les métropoles américaines sont des centres directeurs de la mondialisation. Autrement dit, qu'elles ont une grande influence internationale, pour le dire d'une manière un peu plus simple et plus rapide. Alors pour faire cela, je vous propose de partir de cette définition de ce qu'est une métropole, pour montrer que ces villes américaines sont des lieux de la mondialisation, partir de cette définition. Donc une métropole, pour rappeler, c'est une grande ville concentrant population, activité, richesse. Et puis, ce qui m'intéresse dans cette définition, c'est la suite. Ces villes exercent des fonctions de commandement, à la fois politiques, économiques ou culturelles, et activités de commandement à différentes échelles. Et nous, ce qui nous intéresse ici, c'est en particulier l'échelle nationale pour ce grand pays, mais aussi l'échelle mondiale, l'échelle internationale. Alors, commençons par les fonctions de commandement politique que l'on peut repérer dans ces villes américaines. Qu'est-ce que c'est qu'une fonction de commandement politique? Pour évidemment en parler, c'est bien de commencer par la capitale, Washington, pour que tout le monde se rappelle où elle est. Et à Washington, on trouve évidemment deux lieux de commandement qui sont déterminants, à la fois pour le pays, mais aussi pour le monde, étant donné la capacité des États-Unis à intervenir à l'extérieur, à faire parfois les gendarmes du monde, ou en tout cas à peser de tout leur poids. Ces deux lieux de décision très importants qui se trouvent dans la capitale, Washington, c'est la Maison-Blanche, évidemment, le siège de la présidence, et puis le Pentagone, c'est-à-dire l'état-major de l'armée américaine, où se planifient les interventions américaines à l'étranger. Ça s'appelle le Pentagone parce que c'est une figure à 5 côtés, hein, c'est le nom géométrique de ces figures à 5 côtés. Donc ici travaillent en fait les chefs de l'aviation, de la marine et de l'armée de terre américaine, en étroite relation bien sûr avec la présidence. Il n'y a pas que dans la capitale que l'on trouve des activités de commandement politique et à l'échelle internationale. À New York, par exemple, on trouve le siège des Nations Unies. Alors, pour avoir une vision plus précise, on peut regarder la carte de votre livre. Vous voyez que le siège de l'ONU, de l'Organisation des Nations Unies, se trouve au bord de l'East River, sur le quartier central de New York, qui s'appelle, vous vous rappelez, Manhattan, sur cette grande presqu'île. Quand on
voilà le Hudson River, et voilà le bâtiment des Nations Unies. Alors, là, c'est les services administratifs, un peu. Dans ce bâtiment, en particulier, a lieu une assemblée très symbolique, puisque c'est l'Assemblée Générale des Nations Unies. Donc, les quasi 200 États du monde y envoient des représentants pour discuter des affaires du monde, et vous savez que c'est une institution qui a été créée après la Seconde Guerre mondiale, dans l'idée d'en éviter une nouvelle, et pour être une plateforme de négociation. Alors aujourd'hui, on y parle évidemment de paix, de règlement des conflits, mais également de problèmes écologiques, ou encore par exemple de problèmes de santé mondiale. Hein. L'affaire du coronavirus nous apprend que des institutions comme celle-là ont une grande importance pour coordonner l'action contre des épidémies qui sont à l'échelle mondiale. Ici, cette photo a été prise au moment d'une intervention du président américain, justement, dans l'Assemblée des Nations Unies. Donc tout ça se trouve à New York, hein, à Manhattan, dont on voit les gratte-ciels à l'extérieur. Et tout ça, évidemment, montre à quel point les villes américaines ont une énorme influence politique à l'échelle mondiale. Alors, on insiste également dans cette définition du mot métropole sur les fonctions de commandement économique. C'est peut-être un petit peu plus clair pour vous, je pense, parce qu'on en a déjà pas mal parlé. Si on veut prendre l'exemple de New York, hein, sur ce qu'est une fonction de commandement économique, une influence économique, on peut déjà parler du fait que New York est un des grands ports des États-Unis. Pardon. La ville accueille énormément de flux commerciaux, c'est-à-dire de marchandises et de biens qui viennent de l'extérieur, en particulier par voie maritime. Alors le port de New York peut accueillir ces énormes porte-containers dans lesquels circulent toutes sortes de marchandises. Celui que vous voyez là, cette photo que vous voyez là, est un peu trompeuse parce que c'est le port, je l'ai choisi parce qu'on voit évidemment Manhattan à l'extérieur, mais ici c'est un peu l'activité résiduelle du port. C'est le premier port de New York qui s'est développé ici, à Brooklyn, de l'autre côté de Hudson River. Mais en fait, pour le grand port international aujourd'hui, il est un peu plus vers l'ouest ici. Pour vous situer les choses, il est ici à Newark. Et ici, on peut accueillir donc ces gigantesques bateaux. Il y a des darses, il y a des équipements pour accueillir. Donc c'est bien une activité de commandement économique, hein, ça, puisque quand on est le troisième port des États-Unis, comme l'est New York, eh bien, évidemment, on a un rôle de redistribution, on a un rôle capital au cœur du commerce entre les pays et puis à l'intérieur des États-Unis. L'autre aspect, évidemment, est le plus connu, c'est l'aspect quartier des affaires. Alors, c'est celui qui se concentre à Manhattan, avec ce que l'on vous dit là, c'est-à-dire Wall Street, éventuellement les espaces touristiques majeurs aussi, qui sont connus dans le monde entier, mais en particulier donc l'aspect quartier des affaires. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un quartier d'affaires comme celui de Manhattan à New York? C'est un quartier qui accueille, vous vous rappelez, énormément de directions, de sièges sociaux, de ce qu'on appelle des firmes transnationales, c'est-à-dire des entreprises dont l'activité s'exerce à l'échelle du monde entier, en fait, qui ont des succursales, des établissements de fabrication ou de commercialisation dans le monde entier. Quand vous regardez quel type de direction d'entreprise on trouve à l'intérieur de la presqu'île de Manhattan, vous voyez qu'il y a des noms qui vous disent quelque chose, hein, que ce soit des entreprises de la mode, du vêtement, Ralph Lauren, Calvin Klein, etc., des entreprises du cinéma, des médias, etc., ou alors, c'est plus connu encore, en tout cas dans le monde des affaires, des entreprises financières, par exemple des banques gigantesques qui ont une influence énorme à l'échelle du monde, comme Goldman Sachs. C'est de cette banque, par exemple, qu'est partie la crise terrible de 2008, et son siège social est ici, dans le cœur du quartier des gratte-ciel au sud de Manhattan. American Express, c'est pareil, société financière, donc des banques, des assurances, etc., qui sont de très grandes entreprises mondiales. Vous l'avez compris, vous vous rappelez, c'est pas un guichet de Goldman Sachs, c'est pas une petite agence de Goldman Sachs qui se trouve ici, mais c'est bien la direction, le siège social pour le monde entier. Alors, au milieu de ces énormes gratte-ciel
se trouvent ces directions. Il y a un bâtiment qui est évidemment très très symbolique, c'est celui que les journalistes économiques du monde entier appellent simplement Wall Street, qui est le nom de la rue en fait qui est devant. Mais quand ils parlent de Wall Street, il faut comprendre qu'ils parlent du New York Stock Exchange, c'est-à-dire de la grande bourse de New York, qui est à la fois la première bourse des États-Unis, mais aussi la première bourse du monde. Vous vous rappelez que dans une bourse, on échange des actions. Des professionnels, des spécialistes, des traders viennent vendre et acheter des milliers d'actions. Et donc, chaque soir, quand la bourse ferme, les actions de telle ou telle entreprise sont cotées en fonction du nombre qui a été vendu, du nombre qui a été acheté, etc. Donc c'est évidemment la santé de ces cotations que l'on surveille en ce moment après la crise du coronavirus, puisque eh bien, leur baisse, voire leur effondrement, peut être le signe d'une crise beaucoup plus grave, puisque c'est ici que se finance une partie des entreprises. Oui, pardon. L'idée pour parler des activités économiques, c'est aussi d'aller voir du côté de l'Ouest, hein, d'aller voir du côté des grandes villes de Californie, comme par exemple San Francisco. Alors, New York n'est pas le seul à avoir un grand quartier financier. Il y en a un aussi à San Francisco, au nord de la grande baie de San Francisco, pas très loin du Golden Gate Bridge, que vous avez certainement vu dans beaucoup de films, comme je sais pas, La planète des singes par exemple, on le voit. Vous voyez, c'est ici le Golden Gate Bridge, donc ici à gauche c'est l'océan Pacifique, et en fait quand vous passez sous cet énorme pont, bah, vous rentrez dans la baie de San Francisco, c'est-à-dire dans le port aussi de San Francisco. Et juste au bout de cette presqu'île, eh bien, il y a le quartier d'affaires que l'on reconnaît à nouveau, hein, par la présence d'énormes gratte-ciel. Voilà le Golden Gate Bridge, pardon. Et vous voyez, ce quartier d'affaires se distingue très clairement des quartiers d'habitation autour. Alors, San Francisco, peut-être pas la ville elle-même, mais tout le périurbain autour de la baie, hein, autour de la baie de San Francisco, San Francisco, c'est pas seulement donc un quartier financier, c'est également un quartier qui est très très célèbre pour ses grandes entreprises de technologie, de l'information et de la communication. C'est en particulier au sud de la baie toute cette zone qu'on appelle la Silicon Valley. Silicon, c'est évidemment une matière qui est essentielle à l'industrie de l'informatique. C'est pour ça qu'on a appelé cet endroit, qu'on a surnommé la vallée du Silicon, Silicon Valley. Et quand vous regardez les entreprises qui y sont nées, qui s'y sont développées et qui ont gardé leur direction, et ben vous retrouvez 80% de ce qui fait nos vies quotidiennes dans le domaine du numérique, c'est-à-dire à la fois des réseaux sociaux comme Facebook, LinkedIn, etc., des, des constructeurs, des fabricants d'ordinateurs, hein, comme Hewlett-Packard ou Apple, mais aussi des moteurs de recherche comme celui qui domine, qui est Google, des fabricants de logiciels, de systèmes d'exploitation comme Microsoft, etc. Quand on a énuméré effectivement toutes ces entreprises, Amazon, YouTube, etc., on a cité à peu près 80% de ce qui domine dans ce domaine à l'échelle mondiale. Et tout ça se passe à San Francisco. Et c'est là que l'on trouve, là aussi, il y a un pouvoir de commandement économique énorme avec le siège social de ces firmes qui sont, elles, je pense que vous en avez conscience parce que vous les utilisez tous les jours, qui sont des firmes certes américaines, mais absolument transnationales. C'est des multinationales, que ce soit Google, Facebook ou autre. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle des activités de commandement économique, donc avec ces directions de firmes transnationales, la bourse de Wall Street, le Fonds monétaire international aussi à Washington, qui est un organisme un peu comme l'ONU, mais pour gérer cette fois le système bancaire à l'échelle mondiale, ou en tout cas donner des conseils pour orienter la finance, le système bancaire et assurantiel au niveau mondial, et essayer de réguler les crises également. Donc tout ça est
économique. Et puis, on vous dit aussi que ces métropoles exercent une influence à l'échelle, en termes culturels. Alors, c'est difficile de distinguer l'économique et le culturel. Je vais vous montrer pourquoi. On peut partir, par exemple, de l'exemple toujours de ces villes californiennes. L'exemple de Los Angeles, par exemple, est très significatif, puisque Los Angeles a beaucoup d'activités, mais il y en a une qui est connue dans le monde entier, on vous le dit dans votre livre, hein, c'est une ville qui est mondialement connue à cause de l'un de ses quartiers qui est Hollywood. Hollywood qui est, tout le monde le sait, le cœur de l'industrie cinématographique américaine. Alors Hollywood, c'est une petite partie de Los Angeles. Vous voyez, Los Angeles, c'est une ville gigantesque, une des plus grandes du monde, une des plus étalées, et Hollywood, ça n'est que ces quartiers nord, aux abords des montagnes qui l'ont rendu célèbre, pardon, puisque le nom du quartier est placé sur cette montagne, ça sert d'emblème un peu. Et à Hollywood, bah, il n'y a pas seulement les villas pardon, des stars du cinéma américain, mais il y a également tous les studios comme Walt Disney, Paramount, Sony Pictures, 20th Century Fox, Universal, Warner Bros, etc., qui dominent totalement le cinéma mondial en fait. Quand on vous le dit à la fin de ce texte, 30, qui est dans votre livre, 30% des recettes mondiales générées par le cinéma dans le monde vont dans ces firmes d'Hollywood. À l'origine, le cinéma s'est installé ici au début du siècle, en fait, au début de l'histoire du cinéma, parce que c'est un climat un peu méditerranéen où il pleut assez peu, et donc il y a peu de jours d'intempéries, et à l'origine, quand on tournait beaucoup à l'extérieur, les réalisateurs ont apprécié cet endroit, cette ville, parce qu'ils perdaient peu d'argent en raison d'intempéries. Donc ils sont venus d'abord pour le climat ensoleillé, puis ensuite bah, il y a eu un effet cumulatif. Voilà, c'est devenu un peu la mecque du cinéma mondial. Quand on dit que c'est le cœur du cinéma américain, ça veut dire qu'en fait, c'est le cœur d'une industrie cinématographique qui est elle-même au cœur des pratiques culturelles mondiales. Vous voyez, les pays qui sont en vert sombre, comme l'Australie, l'Inde, une partie des pays latino-américains, c'est pratiquement 80, plus de 80% des films qu'ils consomment qui viennent des États-Unis. Et les pays en vert, c'est en gros la moitié des films qui sont vus, qui sont des films américains. Or, les États-Unis ne sont après tout qu'un des 200 pays dans le monde, mais ils dominent très largement l'industrie du cinéma. Ça signifie en fait que, bah, vous voyez, entre le culturel et l'économique, il y a un lien profond. Hein. Ça, c'est une domination culturelle. Ils arrivent à vendre ce produit culturel que sont les films américains dans le monde entier, mais ça leur rapporte de l'argent, bien évidemment, puis ça donne aussi une bonne image du pays. Si on veut citer un autre exemple, on peut citer l'entreprise Disney, hein, qui a évidemment une diffusion mondiale à travers les films, la chaîne Disney, les parcs d'attractions que l'on retrouve aussi bien à Paris qu'à Tokyo. Vous vous rappelez celui de Disneyland de Tokyo, et qui sont nés, donc ces parcs et cette firme, qui sont nés d'abord en Floride, ensuite en Californie, qui sont donc bien sûr qui appartiennent tous à une firme américaine à l'origine. Alors le rayonnement culturel, technologique aussi des villes américaines, on peut le retrouver dans l'exemple de la Silicon Valley à San Francisco, parce qu'en fait, euh, pourquoi ces activités de l'informatique, du numérique, de la communication se sont développées à cet endroit-là précisément, on peut le trouver dans la légende, hein, c'est à cause de la présence d'universités scientifiques prestigieuses comme Stanford, Palo Alto, Fremont, etc. Stanford en particulier est vraiment connu dans le monde entier pour la qualité de son enseignement. Et donc c'est pas un hasard si ces entreprises-là se sont développées à la périphérie de ces grandes universités. Berkeley aussi est une université extrêmement célèbre. Alors pour ne vous citer qu'un exemple, les deux fondateurs de Google, Sergey Brin et Larry Page, sont tous les deux des étudiants de Stanford. Et l'entreprise qu'ils ont développée, ils ont commencé dans les années 90 dans un garage pas très loin de leur université. Et puis quand les,
comment dire, quand leurs professeurs et des banquiers aussi avisés ont compris que le moteur de recherche qu'ils mettaient au point avait un avenir éventuellement mondial, eh bien, ils sont passés progressivement du statut d'étudiant expérimentateur au statut de chef d'entreprise, et aujourd'hui chef d'entreprise multimillionnaire. Enfin, plus chef d'entreprise d'ailleurs, parce que en tout cas Larry Page s'est retiré, et je crois que Sergey Brin également se sont retirés d'un poste de direction actif, mais enfin, en tout cas, ils ont fait fortune, évidemment. Et leur siège social, Google, est toujours ici à Mountain View, pas très loin de l'université où les fondateurs ont fait leurs études. Excusez-moi. Et puis c'est vrai aussi d'une bonne partie des autres firmes, hein. Apple, par exemple, a été fondé, développé par quelqu'un qui est mort aujourd'hui, qui s'appelle Steve Jobs, et qui a fait un passage un peu plus court quand même que les deux précédents, mais à Stanford. Euh, Pouvoir toujours culturel et économique en même temps des grandes villes américaines. Bah, si vous regardez, vous vous rappelez tout à l'heure, je vous montrais les directions de grandes entreprises que l'on trouve à Manhattan, à New York. Quand vous regardez dans quel domaine travaillent ces grandes entreprises, bah, vous retrouvez des grands studios de cinéma et de euh, contenu en fait ouais, cinématographique, séries, etc., c'est Warner. Puis vous retrouvez des grands médias de la presse écrite comme le New York Times, qui a une influence internationale. Les articles du New York Times ont une portée évidemment plus importante que ceux de la côtière. Et puis CBS, NBC, qui sont des grandes chaînes de télévision américaines. Donc voilà, c'est à la fois médiatique, culturel et économique aussi, puisque ces entreprises rapportent de l'argent à leurs propriétaires. Donc tout ça, on peut le classer dans la même, enfin dans la continuité du pouvoir économique de ces grandes villes américaines. Les grandes villes américaines sont aussi des centres d'innovation culturelle ou technologique, comme la Silicon Valley. En fait, la Silicon Valley, c'est évidemment le modèle de ce que l'on appellera ensuite des technopoles. Vous vous rappelez, ces endroits où l'on cherche à faire se côtoyer des grandes universités, des centres de recherche, c'est-à-dire des endroits où travaillent des scientifiques, et puis des industries de haute technologie qui emploient ces mêmes scientifiques. Et on cherche aussi à les faire collaborer. Leur proximité géographique, leur voisinage est fait pour qu'ils collaborent et qu'ils créent ensemble des projets innovants qui pourront être ensuite développés et vendus dans le monde entier. Alors c'est un modèle qui a extraordinairement bien marché dans la Silicon Valley, et c'est donc devenu le modèle tout à fait classique initial de tous les technopoles dans le monde, y compris, vous vous rappelez, le technopôle de Tsukuba, par exemple, à Tokyo, qui est bâti de la même manière. Alors, pardon, la question d'après, c'était plus une question géographique, c'est-à-dire dans quel genre de quartier sont localisés l'essentiel des activités qui font des métropoles américaines des centres de la mondialisation. Je vous demandais le nom générique de ce quartier, puis la description en quelques mots. Alors, comme c'est quelque chose qu'on a vraiment rabâché depuis le début de l'année, je vais aller assez vite là-dessus. Vous vous rappelez que les villes américaines ne sont pas faites comme les villes européennes. D'abord parce qu'il n'y a pas de centre historique, évidemment, il n'y a pas de quartier, de vieux quartier du Moyen-Âge ou de la Renaissance comme à Lyon. À la place, il y a les Central Business Districts, c'est-à-dire ce quartier central des affaires, qui partout affiche le même paysage. Alors ce quartier, il est né quelque part, enfin le modèle de ce quartier, il est né quelque part, et c'est pas à New York, c'est à Chicago, après le grand incendie de 1885, à la fin du 19e siècle. Eh bien, Chicago a vu donc dans cet incendie être détruit une bonne partie de son quartier central, qui était un quartier plutôt horizontal, avec des immeubles pas très élevés, avec encore des constructions en bois, en charpente, en pierre de taille, etc., avec des charpentes en bois, pardon, en pierre de taille. Tout ça a brûlé allègrement dans l'incendie de 1885. Et quand les urbanistes et les architectes ont lancé la reconstruction de Chicago, eh bien, deux technologies sont venues contribuer à l'essor des gratte-ciel. C'est la structure en acier portante,
qui permettait d'élever, d'aller bien au-delà des 5 ou 6 étages des immeubles traditionnels du 19e siècle, mais de grimper à cette époque jusqu'à 15-20 étages, et puis aujourd'hui beaucoup plus. Et puis aussi le fait que dans les années 1880, un certain monsieur Otis invente quelque chose, une technologie sans laquelle un gratte-ciel serait absolument impossible à utiliser, c'est-à-dire l'ascenseur. Et donc, vous voyez ici, au bord du Millennium Park, pardon, à Chicago, au cœur d'un quartier qu'on appelle le Loop. Hein, le Loop, c'est ça, c'est le CBD de Chicago. Vous voyez, sur cette carte, on le voit ici, au bord du lac Michigan. Le Loop, c'est pas la plus grosse partie de Chicago, mais c'est celle évidemment qui se voit de très très loin. Et donc, au cœur du Loop, eh ben, on voit des immeubles ici qui ont été construits fin 19e, début 20e, et qui sont les premiers gratte-ciel. Et puis autour, bien sûr, des immeubles beaucoup plus récents. Hein. On vous dit par exemple que dans le livre que celui-là, c'est le Willis Tower, le siège de United Airlines, qui est une des grandes compagnies aériennes américaines. Par contre, au premier plan, là, vous avez encore des immeubles, des gratte-ciel du 19e siècle, hein, parmi ces premiers gratte-ciel, dont certains ont été restaurés et conservés. Alors ce paysage ensuite, il s'est répandu dans tous les États-Unis en fait, hein, toutes les villes limites. Ici on le voit par exemple à Boston, au nord de la mégalopole. Et on distingue bien à chaque fois le CBD des quartiers d'habitation, ici au premier plan, le CBD qui se distingue donc par ce qu'on appelle, vous vous rappelez, sa skyline, hein, la silhouette que dessinent ces immeubles, chacun d'eux ayant une personnalité, l'architecte ayant sur commande de l'entreprise en général qui fait construire la tour, essayer de lui donner un aspect particulier, et tout ça dessine une skyline. Alors, Philadelphie, c'est entre New York et Washington. À Washington, la skyline est particulièrement étendue sur l'horizon, un peu moins dense que dans le reste des villes, mais très étendue, le long du Potomac. Et bien sûr, la plus connue, le plus connu de ce CBD, c'est Manhattan, au cœur de New York, avec là aussi plusieurs générations de gratte-ciel. Hein. Celui-là, c'est un des derniers, celui qui a été reconstruit, c'est le One World Center, qui a été reconstruit à la place du World Trade Center détruit, les tours jumelles détruites par les attentats du 11 septembre 2001. Et au premier plan ici, on voit des gratte-ciel beaucoup plus anciens qui datent très certainement soit du début du siècle, soit des années 20 ou des années 30. Ici, le Chrysler Building, par exemple, le Chrysler Building, il est ici. L'Empire State Building, le Chrysler Building sont des immeubles des années 20-30. Et ça, c'est beaucoup plus récent, bien évidemment. Donc, Manhattan, c'est l'exemple même du CBD avec, on disait, ces grands centres, ces directions d'entreprise. Comment s'organisent ces CBD? On voit que ce sont des quartiers modernes récents. On voit que ce sont des quartiers planifiés. Il suffit de regarder un plan ou une image satellitaire, puisque on voit bien que ce sont des plans totalement géométriques, totalement en damier, à tel point d'ailleurs que, par exemple, à Manhattan, les rues ne portent pas de nom comme chez nous, mais portent des numéros, et on peut les classer en fonction de est-ce qu'on est dans la 42e avenue Est, ou etc., Ouest, et puis on peut se donner rendez-vous à l'angle de la 45e et de la 25e. Voilà. C'est vraiment comme un peu comme un jeu d'échecs. Il n'y a que la rue diagonale de Broadway qui échappe à cette règle-là. Des CBD, il y en a également bien sûr dans les villes de la côte ouest, et en particulier à Los Angeles, puisque Los Angeles, qui est très particulier, donc cette ville qui est au sud de la Californie, ce qui est très particulier pour Los Angeles, c'est le fait qu'elle n'a pas un CBD, mais plusieurs centres, avec entre ces centres un réseau autoroutier absolument pharaonique, tout à fait étonnant, qui est à l'intérieur de la ville, en fait, avec des échangeurs absolument monstrueux qui relient ces centres les uns aux autres. Nous, c'est des infrastructures dans une ville européenne que l'on ne verrait qu'à la périphérie, et peut-être même pas à cette dimension-là. Mais là, c'est carrément au
cœur de la ville. Hein. Je disais que Los Angeles est une ville très très étendue, ben, c'est une des raisons. En fait, c'est une ville dans laquelle l'autoroute joue un rôle majeur. Euh, Parmi les quartiers, les types d'architecture comment dire, signalent qui accueillent ces activités de commandement, il n'y a pas que les CBD, il y a également ces technopoles dont on parlait, et qui ont une caractéristique, c'est d'avoir chaque fois, d'être le reflet de l'entreprise, de vouloir donner une très bonne image de l'entreprise, avec des bâtiments futuristes, un plan évidemment étudié, un traitement paysager qui en font des endroits extrêmement agréables. Par exemple, le campus de Google, qui est à Mountain View dans la Silicon Valley, en fait, il est fait de grands bâtiments. Il y a 4 grands bâtiments avec des façades en verre qui composent une espèce de campus, qui sont reliés par des ponts de verre, en fait. Et en dessous, au niveau inférieur, il y a un parking qui peut accueillir plus d'un millier de voitures. Et puis dedans, bah, il y a les bureaux des ingénieurs. Alors, entre autres, les ingénieurs qui, en ce moment, pour Google, travaillent sur les projets de véhicules sans chauffeur. Donc, vous avez certainement entendu parler des drones solaires, les robots, etc. Parce que Google n'est plus seulement un moteur de recherche, mais une entreprise qui travaille sur tout un tas de projets technologiques. Et il y a aussi des services administratifs de Google, puis il y a des espaces de restauration, de loisirs, il y a un centre de fitness, un théâtre, etc. Il y a même autour un parc qui est géré à la fois par Google et par la municipalité de Mountain View. Et ce qui veut dire qu'il y a certains bâtiments, il y a des restaurants aussi, etc. Il y a certains bâtiments qui sont ouverts à la fois aux habitants de la ville autour et aux employés de Google. Ça veut dire que Google en fait s'impose, en fait le campus Google s'impose comme une espèce de nouveau centre-ville pour la ville de Mountain View où il est installé. Vous voyez l'importance que peut avoir un endroit comme celui-là comme vitrine de l'entreprise, hein, pour donner d'elle une excellente image. Euh, le, le, le centre de Facebook, c'est la même chose, hein, et celui d'Apple, c'est exactement la même chose. Ici, par exemple, dans ce centre Apple, ne travaillent que les développeurs, les ingénieurs qui mettent au point les nouveaux produits, les nouveaux iPhones, etc. C'est pas ici qu'on les fabrique, hein, les iPhones. Les iPhones, ils sont fabriqués en Chine par des ouvriers chinois qui sont payés $500 par mois, alors qu'ici travaillent des gens qui seraient plutôt payés 5 à 6 000 $ par mois et qui sont les concepteurs, les ingénieurs, etc. Et les dirigeants administratifs également de la firme Apple. C'est ça aussi la mondialisation, hein, c'est la dissociation entre l'endroit où l'on conçoit les choses et l'endroit où éventuellement on les fabrique à moindre coût en utilisant une main-d'œuvre pas chère. Voilà, donc je vous laisserai prendre la trace écrite pour clore cette partie cette première partie de l'étude des États-Unis dans la mondialisation. Et puis on passera à d'autres thèmes comme par exemple l'importance des transports internes à l'intérieur des États-Unis. Voilà, bon courage à tout le monde.